Et si le bonheur n'était pas une destination, mais plutôt une quête, comme une mission spatiale, un objectif lointain et pourtant tout à fait atteignable. Aujourd'hui, on commence ensemble notre exploration vers cette planète qu'est le bonheur. Alors, préparez-vous à embarquer pour cette aventure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Humanité. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous touche tous, le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Comment le définir et surtout comment l'atteindre? Nous allons parcourir les siècles et les disciplines pour tenter de répondre à ces questions. Vous avez certainement déjà entendu ou lu cette citation: le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais une façon de voyager. Et savez-vous de qui elle vient? Margaret Lee Runbeck, 1905-1956. Née Lee, épouse Runbeck. Margaret Lee Runbeck était une autrice américaine connue pour avoir écrit 16 livres. Elle est célèbre pour des œuvres comme The Little Wife et Love Isn't Everything. Née à Des Moines, dans l'Iowa, aux États-Unis, elle a obtenu un diplôme en journalisme en 1923 et a commencé sa carrière d'écrivaine, se concentrant principalement sur l'écriture de récits. Elle a épousé Sigurd Samuel Runbeck en 1924 et le couple a vécu dans plusieurs villes des États-Unis avant de s'installer à Tucson, dans l'Arizona, toujours aux États-Unis. En plus de son travail littéraire, Runbeck était active dans diverses causes philanthropiques et sociales. Elle a également enregistré un segment pour la série radiophonique This I Believe d'Edward R. Murrow, partageant ses croyances et ses valeurs personnelles. Margaret Lee Runbeck est reconnue pour ses écrits qui capturaient l'essence de la vie quotidienne, rendant ses œuvres populaires auprès d'un large public. C'est donc d'elle que vient la citation que je vous ai lue et que je vous redis. Le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais une façon de voyager. Mais revenons à notre sujet. Le bonheur, ce concept universel que l'on retrouve dans toutes les cultures, mais aussi dans des dizaines de définitions philosophiques et psychologiques à travers toute l'histoire de l'humanité. De l'Antiquité à nos jours, le bonheur questionne, fascine, fait même parfois peur. Peut-il être un projet collectif ou uniquement une quête individuelle? Le bonheur est-il le même dans ses formes, ses conditions, pour tous? Une idée répandue dit que le bonheur serait un état subjectif propre à chacun. Certains le trouvent dans les relations, d'autres dans l'accomplissement de leurs passions ou de leurs objectifs. En fait,
Chaque individu pourrait avoir sa propre définition de ce qui fait sa joie de vivre. Nous pourrons tenter de répondre au moins en partie à ces questions ensemble, que ce soit dans cet épisode ou dans d'autres à venir. Mais d'abord, je vous propose de savoir ce que disent nos ancêtres sur le bonheur. La philosophie, d'abord, nous offre de nombreuses perspectives sur le bonheur. Commençons notre voyage par un retour dans le passé lointain. Les philosophes grecs comme Aristote parlaient de l'eudémonia, un état de bien-être et de réalisation de soi. Pour Aristote, le bonheur résidait dans la vertu et la sagesse. Aristote pensait que le bonheur n'était pas simplement une question de plaisir, mais plutôt le résultat d'une vie bien vécue, en accord avec nos valeurs et nos aspirations profondes. Pour sa part, Épicure prenait une vie simple et modérée pour atteindre la tranquillité de l'âme. Épicure nous enseigne que le bonheur se trouve dans les plaisirs simples et la modération. Il ne s'agit pas de rechercher des plaisirs extravagants, mais plutôt de savourer les petits moments de la vie. En psychologie, il existe un courant de pensée apparu récemment, appelé la psychologie positive, qui se concentre sur ce qui rend la vie agréable et digne d'être vécue. Elle s'appuie sur des études pour démontrer que la gratitude, la gentillesse et la pratique de la pleine conscience peuvent notamment augmenter notre niveau de bonheur. Ces pratiques aident à nous concentrer sur le positif et réduire le stress. Aujourd'hui, le bonheur est aussi étudié par les psychologues, qui le voient davantage comme un état d'équilibre émotionnel ou une satisfaction générale de la vie. Martin Seligman, un des pères de la psychologie positive, définit le bonheur comme étant l'atteinte de ce qu'il appelle le bien-être durable, où se combinent plaisir, engagement et sens. Comme le dit le docteur Martin Seligman, le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à les surmonter. Parallèlement, la médecine moderne reconnaît également l'importance du bonheur pour notre santé globale. Le bonheur et le bien-être mental sont reconnus comme liés à une meilleure santé physique. Les personnes heureuses ont souvent un système immunitaire plus fort et une espérance de vie plus longue. Enfin, les neurosciences nous offrent un aperçu fascinant de ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous ressentons du bonheur. Les recherches montrent que des hormones comme la dopamine et la sérotonine jouent un rôle clé dans notre sensation de bien-être. Des activités comme l'exercice physique ou la méditation peuvent stimuler la production de ces hormones et donc influencer notre état d'esprit, le ressenti de nos émotions et nous sentir heureux. Et pour parler du bonheur en pratique, on peut dire qu'effectivement, chacun a son bonheur. Il n'y a pas qu'une seule source et qu'une seule forme de bonheur.
Il y a d'abord le fait de pouvoir, cultiver une mentalité positive, puisqu'en théorie, les recherches sur l'optimisme et la résilience montrent que les avantages de voir la vie sous un angle positif a un impact sur, le mental, sur, le moral, le psychisme de chacun. En pratique, cela peut passer par, le fait d'essayer de voir chaque chose comme positive. Ce n'est pas évidemment pas simple, mais cela s'apprend, cela s'entraîne au quotidien. Ensuite, il y a des éléments un peu moins de l'ordre du détail, comme l'alimentation, l'exercice physique ou le sommeil, qui peuvent influencer notre bien-être. En cela, explorer la connexion corps-esprit et comment des facteurs comme l'exercice, l'alimentation et le sommeil sont essentiels pour le bonheur me semble être une autre piste à explorer. De simples petits changements progressifs, mais mis en place régulièrement, peuvent influer sur votre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Il n'est pas question de se mettre au sport quand on n'est pas naturellement sportif. Je ne parle pas ici de sport, mais bien d'activités physiques qui mettent le corps en mouvement. Cela peut être de marcher une certaine durée chaque jour, et si possible toujours un petit peu plus, évidemment à adapter en fonction de votre capacité, de votre condition, de votre état de santé. Hem, Ça peut être privilégier des aliments sains, là encore, petit à petit ça peut se faire. Si par exemple, vous avez un quotidien, qui ne vous permet pas, de pouvoir cuisiner, tous les jours, ça peut être progressivement, une fois par semaine, manger un peu plus sain, puis ensuite augmenter, heu, selon vos capacités évidemment, vos possibilités. Mais voilà, essayer de se mettre au moins un petit changement par-ci, par-là. Et puis, ça peut être aussi, on parlait de sommeil, créer une routine d'endormissement plus bénéfique. Enfin, on connaît les recommandations. Heu, une pièce sans lumière, sans distraction, sans bruit, et faire en sorte d'être, apaisé, pour s'endormir. Concernant le bonheur relationnel, il est prouvé là encore que l'impact des relations sur notre bonheur, est essentiel pour notre bien-être, qu'elle soit, amicale, familiale, professionnelle ou humaine, dans leur globalité. Après il peut y avoir, le fait de se montrer proactif, à l'initiative de liens, essayer d'écouter l'autre plus qu'on ne le fait d'habitude, essayer de comprendre l'autre, de mieux gérer les conflits, essayer de s'exprimer, quand on doit s'adresser à quelqu'un en exprimant ses ressentis, en parlant en «je» plutôt qu'en «tu». Essayer de verbaliser son ressenti plutôt qu'une accusation. Au travail, ça peut être essayer de voir si on se sent bien dans notre travail, essayer de voir si on y trouve du sens. La reconnaissance aussi est importante, dans l'épanouissement professionnel et indirectement personnel aussi. Essayer d'intégrer, là encore, des actions simples, dans le milieu professionnel pour, essayer de mieux vivre sa journée de travail. Ça peut être, aller marcher pendant une de ses pauses, essayer de prendre des pauses, quand on n'a pas l'habitude d'en prendre. S'exposer à la lumière du jour, essayer d'être, en relation et dans l'échange avec ses collègues, avec, son entourage professionnel. Voilà, veiller à mettre des petites choses en place qui peuvent influencer notre bien-être, et dans le milieu professionnel également. Le moindre petit détail peut faire la différence. Enfin, il y a le fait, on parle depuis tout à l'heure de changements, de petits changements à mettre en place. Il peut être important effectivement de se fixer des objectifs, pour aller, vers un avenir meilleur, si j'ose m'exprimer ainsi.
mais il est important de ne pas se surestimer, de ne pas surestimer, les objectifs que l'on se fixe. Et alors certes, c'est important de se projeter vers l'avenir, mais il m'apparaît contre-productif de, se fixer des objectifs trop ambitieux, trop trop extrêmes, trop radicaux, des grands objectifs à trop court terme. L'objectif, c'est d'être heureux, c'est pas de se tuer la santé pour, un objectif qui peut-être ne nous correspond pas ou peut se faire en plusieurs étapes. Il ne faut pas hésiter à décomposer un objectif que qu'on a envie d'atteindre. Il y a par exemple ce qu'on appelle le bonheur hédoniste, qui renvoie à la notion de plaisir. Il y a ceux qui voient le bonheur dans la quête du plaisir immédiat. Le bonheur hédoniste repose sur la recherche de sensations agréables, de plaisir physique et émotionnel. Par rapport à cette forme de bonheur, on peut se poser la question, est-ce suffisant pour atteindre un bonheur durable d'avoir un plaisir immédiat, un plaisir lié aux sensations? Si l'on ne recherche pas, si l'on ne recherche que la gratification instantanée, pouvons-nous vraiment parler de bonheur durable? Ensuite, une autre forme de bonheur est le bonheur eudémonique. Aristote nous parle du bonheur eudémonique, celui qui découle de la recherche de sens et de l'accomplissement personnel. C'est un bonheur fondé sur l'alignement entre nos actions et nos valeurs profondes. Ce bonheur-là est plus difficile à atteindre, mais il serait plus profond et plus durable. Enfin, il y a le bonheur collectif. Et si le bonheur n'était pas seulement individuel? De plus en plus de chercheurs s'intéressent à l'idée que le bonheur est aussi une quête collective. Le bonheur peut être amplifié lorsqu'il est partagé, que ce soit dans la famille, avec ses amis, ses collègues ou au sein de la société. Pour prendre des exemples sur ces trois types de bonheur, le bonheur hédoniste, donc lié au plaisir, ça pourrait être l'envie de s'acheter quelque chose qui nous fait envie, dont on n'a pas forcément urgemment besoin, mais qui nous ferait plaisir. Et effectivement, le fait de l'acheter, de le recevoir, de le déballer, de l'utiliser, donne une sensation de plaisir. Mais cet objet peut, par exemple, finir dans un coin au fil du temps. Et donc, est-ce vraiment un bonheur durable? C'est à chacun d'en juger, à mon sens. Pour le bonheur eudémonique, ça peut être d'envisager une reconversion professionnelle parce qu'on a travaillé en une certaine fonction, mais on sent au bout d'un moment que ça ne nous correspond plus, que ça ne correspond plus avec la personne que nous sommes aujourd'hui. Et le bonheur collectif, typiquement, cela peut être, par exemple, le rassemblement de supporters dans un événement sportif. Le bonheur partagé est amplifié. Voilà, le partage des événements heureux, quand ils sont partagés, quand ils sont vécus à plusieurs, peuvent être, amplifiés. Je vais pouvoir, maintenant vous proposer, des pistes, des astuces pour cultiver ce bonheur et idéalement le rendre durable, le rendre adapté à chacun. D'essayer par exemple, à la fin d'une journée, de noter 3 choses positives qui s'est passé durant la journée écoulée. Cela peut être, d'un simple détail,
Comme par exemple, vous prenez les transports en commun pour aller travailler ou à un endroit différent de là où vous êtes. Cela peut être, bah tiens, aujourd'hui c'était cool, j'ai eu mon train, j'étais à l'heure pour mon train et mon train était à l'heure. Ça peut être aujourd'hui, quelqu'un m'a souri dans la rue. Ça peut être quelqu'un m'a fait un compliment. Un élément aussi infime qu'il soit, hein. Ça peut être un tout petit détail, mais qui est important à relever et qui fait du bien au moral, fait du bien au mental. Les exercices que je peux vous proposer à mettre en place pour cultiver votre bonheur, ça peut être créer un carnet de gratitude. Alors je dis carnet, ça peut être un cahier, ça peut être du papier de brouillon. Ça paraît important que ce soit un espace pour vous. Votre carnet où vous puissiez écrire tout ce qui vous pèse ou ce que vous ressentez au quotidien. Mais par rapport à la gratitude, chaque jour, vous pourriez noter effectivement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, que ce soit d'une manière globale, ça peut être je suis reconnaissante d'être en vie, je suis reconnaissante d'avoir un toit, d'avoir un travail, d'avoir des amis, d'avoir une famille. Là encore, le moindre petit élément qui peut sembler être un détail semble important à noter, à ancrer, terme à double sens, ancrer A-N-C-R-E-R et E-N-C-R-E-R. Ancrer donc pour mettre de l'encre sur du papier, pour faire en sorte que ce que vous ancrez justement, ce que vous écrivez, reste. Voilà pourquoi le double sens. Et puis donc les choses dont vous êtes reconnaissant, mais également les petites choses qui même dans une journée difficile peuvent exister, des choses positives que vous pourriez avoir vécues sans forcément en avoir conscience, mais qui existent dans vos journées et qui peuvent influencer, même très légèrement, votre état psychique, votre morale, votre mental, votre état d'esprit. Je parlais de carnet de gratitude, mais il y a aussi la lettre de gratitude, qui peut être un bon exercice. Ça peut être écrire à quelqu'un d'autre ou à vous-même, une lettre où vous dites à la personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, heu, qu'est-ce que vous en quoi vous lui êtes reconnaissant, qu'est-ce que vous appréciez chez cette personne. On dit souvent qu'il est important de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, et on oublie parfois que ça peut être nous-mêmes. Hem, donc voilà, écrire une lettre à une personne qu'on apprécie, voire soi-même, pour lui dire merci, pour lui dire qu'on l'aime, pour lui exprimer un peu de belles émotions positives. Puisque comme je l'ai dit précédemment, un bonheur partagé est amplifié, donc que ce soit une lettre pour vous-même ou une lettre pour quelqu'un d'autre, de toute façon, ça fera plaisir à recevoir quel que soit le destinataire. En autre exercice pratique possible pour cultiver votre bonheur, ça peut être de faire une bonne action quotidienne si possible, altruiste ou pour soi. Ça peut être dans l'altruisme, ça peut être faire un compliment à quelqu'un, ça peut être faire un sourire à quelqu'un. Parce que le sourire, c'est là encore prouvé scientifiquement que sourire, ça engendre dans le cerveau des substances qui favorisent le bonheur, qui favorisent les émotions positives. Et quand on fait un sourire à quelqu'un, en général, ça produit aussi chez l'autre ce phénomène psychochimique. Donc voilà, faire une action altruiste, voilà, et puis faire une action pour soi, c'est effectivement s'accorder une pause dans la journée si on n'a pas l'habitude d'en faire. Ça peut être aller se promener, faire un tour quand il fait beau. Ça peut être prendre 5 minutes pour faire quelque chose
qu'on aime, ou prendre un temps, ne serait-ce qu'une fois par semaine, par exemple, pour faire une chose qu'on n'a pas ou plus l'habitude de faire et qu'on aime bien, qui nous fait du bien. Voilà, donc penser à soi. Il y a aussi, je vous parlais du carnet de gratitude et de la lettre de gratitude, j'en ai un petit peu parlé également, il y a le carnet émotionnel. Ce que j'appelle le carnet émotionnel, c'est un là aussi, c'est un support écrit, donc écriture, à encre ou écriture électronique, ça c'est au choix de chacun, pour écrire ce qu'on ressent au quotidien, pour essayer de là encore je vais utiliser, une expression avec un double sens, c'est, poser des mots sur les mots, poser des mots MOTS sur les mots MAUX. Donc voilà, c'est exprimer par l'écrit, ce qu'on ressent de positif, de négatif, pour pouvoir, soulager l'esprit, parce que souvent l'écriture permet de vider un peu, délester un peu la charge qu'on peut avoir, la charge émotionnelle, psychique qu'on peut avoir dans la tête, en la posant sur un papier, du coup en la laissant sortir et en la mettant de côté. Un autre exercice que je peux vous proposer, c'est de pratiquer effectivement la méditation, la pleine conscience quotidiennement. Il y a des applications, il y a des audios disponibles un peu partout, souvent gratuitement. Pour conclure, on peut dire que le bonheur est un concept complexe et multidimensionnel. Il ne s'agit pas seulement de ressentir du plaisir, mais aussi de trouver un sens à notre vie, de pratiquer la gratitude et de prendre soin de notre santé, aussi bien mentale que physique. Aujourd'hui, nous avons posé les bases de ce qu'est le bonheur. Nous avons vu qu'il peut être défini de différentes façons, comme par le plaisir, le sens, le bien-être collectif. Nous avons aussi vu que le bonheur n'est pas une fin en soi, mais plutôt un voyage avec soi-même et avec l'autre, les autres, qui implique une exploration personnelle, philosophique et même parfois sociale. Dans les prochains épisodes, nous explorerons d'autres théories qui touchent notre humanité et peuvent nous permettre de mieux comprendre qui nous sommes chacun. Nous pourrons parler à nouveau du bonheur, de ce que nous pouvons faire au quotidien pour cultiver cette quête d'un meilleur avenir, au moins individuellement, avec un impact positif potentiel sur le collectif. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode thématique. La quête de votre bonheur est lancée et je vous invite à me suivre pour la suite de cette mission qui nous fera tous grandir. D'ici là, gardez à l'esprit que le bonheur est un projet, pas une destination. Prenez soin de vous, ça joue dans la qualité de ce voyage. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode thématique. La conquête de votre bonheur est lancée et je vous invite à me suivre pour continuer cette mission qui nous fera assurément tous grandir. D'ici là, gardez à l'esprit que le bonheur est un projet, un processus, pas une destination. Prendre soin de vous est alors essentiel pour tenir sur la durée et parvenir à une meilleure version de vous-même, viable et saine. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Je reste à l'écoute de vos retours et vous dis à bientôt!